Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons corriger aujourd'hui le premier exercice de la série 5, série statique des solides. C'est pour les étudiants de l'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax. Pour les autres qui veulent en profiter, l'énoncé est là dans la page suivante. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo, sur l'endroit où il y a l'énoncé, lire l'énoncé, faire une copie d'écran si vous voulez, imprimer pour le travailler, ensuite voir le corriger. Bien. C'est un exercice très intéressant du fait qu'il y a frottement sur plan incliné. Donc on va voir qu'il y a du frottement en plus sur une surface qui est inclinée par rapport au repère global, ici. Et en plus, il y a l'étude de plus qu'un système pour que l'inconnu ou les inconnus qu'on cherche puissent être retrouvés. L'énoncé, on le voit ici, je ne vais pas passer du temps sur l'énoncé, vous êtes supposé l'avoir fait, mais comme je vous ai dit, les autres, vous pouvez faire une capture d'écran, une pause, puis capture d'écran pour travailler à votre aise, ensuite voir le corriger. Bien, donc, grosso modo, nous allons essayer de trouver la quantité P qui sera suffisante pour créer le mouvement, sachant que le solide S2 est en frottement sur S0, également en contact ici ponctuel avec S1, et que S1 est soumis à une force F. D'accord? Les étapes, première étape, on va isoler S2. Ensuite, on va isoler S1. Et comme troisième et dernière étape, on va combiner les deux études pour trouver notre inconnu. Question numéro 1. Donc, on nous demande d'appliquer le théorème de la résultante statique sur S2. Donc, son application S2 en équilibre par rapport à R. Ça veut dire la résultante statique de S2 bar, l'extérieur de S2 qui agit sur S2 égale vecteur nul. C'est ça l'application du théorème de la résultante statique. La question qui se pose, pourquoi pas le PFS? Pourquoi il ne nous a pas demandé d'appliquer le principe fondamental de la statique? En fait, c'est quoi la différence entre le PFS et le théorème de la résultante statique? C'est que le PFS inclut l'équilibre des moments, alors que la résultante statique, c'est juste les forces. Eh bien, parce qu'on ne peut pas exprimer les moments. On ne peut simplement pas exprimer les moments. Pourquoi? On n'a pas la distance, pas de bras de levier. Les distances entre entre le support des forces et le point où on va calculer le moment. Ce n'est pas donné. Donc, on n'aura pas besoin d'utiliser l'équation des moments. Donc, juste le théorème de la résistance statique suffit. De plus, avec l'hypothèse de la symétrie plane, le plan de votre écran, le plan OXY est un plan de symétrie. Tous les torseurs d'action mécanique s'écrivent sous la forme, donc sous cette forme-là, étoile, 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 c'est les étoiles, c'est là où il y a des choses qui sont possiblement non nulles. Toutes les autres composants sont nuls vu l'hypothèse de la symétrie plane. D'accord? Ce qui nous intéresse ici, c'est juste cette colonne. Au niveau de la première question, on s'intéresse uniquement aux forces, on ne s'intéresse pas au moment. Bien. S2 bar, ce S2 bar là ici, c'est quoi? C'est P, la force P, S0 et S1. En effet, S2 en équilibre, il est soumis à quoi? Il est soumis à P, il est soumis à S0 et à S1. On va s'intéresser aux forces uniquement. D'accord? En ce qui concerne P, c'est P0 tiré. Quelqu'un va me dire ici, mais P est négatif, pourquoi on n'a pas mis moins P ici? C'est un choix. Je préfère toujours travailler avec des quantités algébriques. Donc P, c'est une quantité algébrique qui peut être positive ou négative. D'accord? Et là, elle doit être négative. D'accord? Et comme si F est positive, ici, la quantité F est positive, si on va trouver P en fonction de F à la fin de l'exercice, essayez de vous rappeler, on devrait trouver un signe moins entre les quantités P et F. Donc, elles ne sont pas du même signe. Bien. Qu'est-ce que je viens de faire ici? J'ai fait disparaître S0 et j'ai remplacé S0 par l'action mécanique, la force de S0 sur S2. C'est la force R au point D de coordonnées TD, ND tirées.
Pourquoi j'ai mis ça, TD, ND? J'aurais pu mettre XD, YD. Oui, X et Y. Ça, on le sait. Mais je voulais mettre que ça, c'est une composante tangentielle, TD, et ND, c'est une composante normale. C'est en vue de l'application de la loi de Coulomb, bien évidemment. En plus, j'ai représenté graphiquement ici, et j'ai donné des directions et des sens. ND, normal, bien sûr, vers le haut, parce que S0 ne peut que pousser S2, donc il pousse vers le haut. Et TD vers la droite, vers X positif. Pourquoi? Parce que ça va s'opposer à la tendance de mouvement qui va être créée par P, qui est déplacement vers la gauche. Donc TD, force de frottement tangentielle, obligatoirement, c'est vers la droite. D'accord? Même chose pour S1, on le fait disparaître et on le remplace par son action mécanique, uniquement les forces, puisque nous sommes dans le cadre du théorème de la résistance statique, pas de moment. Kif kif, on a N'C, T'C. Ce sont les coordonnées dans un repère R', que je dessine ici en mauve. C'est plus facile de définir dans un repère R'. Et ensuite, on doit changer de repère. D'accord? Donc, une composante selon X' qui est T'C, qui est quoi? Qui est tangentielle. Et tangentielle maintenant selon X'. Et aussi opposée à la tendance de mouvement, donc dans la direction X' positive. En plus, N'C, elle est selon la direction normale, dans R', donc selon Y', mais Y' négative, parce que ça doit pousser. Deux solides en contact se poussent mutuellement, ne s'attirent pas. D'accord? Donc, de coordonnées T'C, N'C, tiré. Même chose ici. Pourquoi N'C, il n'y a pas moins? Parce que je considère que c'est une quantité scalaire qui va être négative. D'accord? Donc, je vais en tenir compte quand je vais écrire la loi de Coulomb. Bien. Donc ici, vous voyez que j'ai mis un repère R' ici. Un repère R là, et également on va mettre un repère R ici. D'accord? Donc cette équation-là, l'équation 1, va donner P plus RC plus RD égale vecteur nul. Cette équation-là, 1, va donner cette équation-là, 2. On ne peut mettre les coordonnées dans l'équation 2 qu'après les avoir écrits dans le même repère. Je ne peux pas remplacer ces trois vecteurs-là par leurs coordonnées relatives parce qu'elles sont écrites jusqu'à ce moment-là dans deux repères différents. Il faut changer de repère. Lequel qu'on va utiliser? Donc on a deux forces en R et une seule en R', ça serait plus commode de passer vers R. C'est ce qui va être choisi. Avant cela, écrivons les expressions de la loi de Coulomb. Deux expressions de la loi de Coulomb, au niveau du point C et au niveau du point D. Commençons par D. En D, et à la limite d'équilibre telle que stipulée par l'énoncé. Je m'en la limite de l'équilibre, ça veut dire début de glissement. La limite entre l'équilibre et le glissement. Ça peut être considéré comme un cas d'équilibre. Donc on a TD égale F02 fois norme de ND. Relation entre les normes. TD, sa norme, égale F02 fois ND. D'accord? Pour se débarrasser des normes, il faut connaître les signes. TD est positif, ND également positif. Donc ça nous donne quoi? TD égale F02 ND. Donc on obtient les coordonnées de la force RD. Réveillez, où est-ce qu'elle est? Donc on remplace TD par F02 ND. Avoir une seule inconnue indépendante, c'est mieux que de traîner deux inconnues dépendantes, puisque TD dépend de ND. Donc on va travailler uniquement avec ND comme inconnue indépendante ici. Bien, on sait, et à la limite de l'équilibre, on a la même chose. On sait ici. On a T'C égale F12 N'C. Donc on a un coefficient de frottement ici entre 0 et 2, et ici un coefficient de frottement entre 1 et 2. C'est désigné F02 et F12. Relation entre les normes, encore une fois, sauf que on a bien dit que T'C est positif alors que N'C est négatif. Quand je passe aux valeurs algébriques,
Je vais mettre un moins ici parce que N'C est négatif. Donc la norme de N'C égale moins N'C, n'est pas égale à N'C. Ce qui me donne les coordonnées de la force RC au repère R' égale moins F12. On ne dit pas F12, F12, parce que la façon dont on parle, elle influence notre compréhension. Quand je dis 12, 12 n'a aucune influence. F12, ça me fait penser au frottement entre 1 et 2. D'accord. Même chose en cinématique, quand on parlait de oméga 0,4, c'est pas oméga 4,0, c'est pas oméga 40. C'est une vitesse de rotation instantanée entre le solide 4 et le solide 0, ou le repère 4, le repère 0. Bien, donc ça nous donne ça. Avant d'avancer, nous devons exprimer cette quantité-là, la force RC, dans un repère R. Donc on doit chercher XC, YC, les coordonnées de la force RC dans le repère R pour qu'on puisse avoir. Bien, avant de passer à un travail de trigonométrie un peu fastidieux, mais pas compliqué, il faut retenir une chose. Il faut écrire la loi de Coulomb dans le repère local. C'est beaucoup plus facile. Donc dans le repère R', on écrit la loi de Coulomb, on l'a déjà fait. Ensuite, on passe au changement de repère. On veut tout écrire ensuite dans le repère R, RC, la même force, c'est la même. Je veux l'écrire dans un repère R. Il s'agit de trouver la coordonnée XC, YC. Si on inverse, on écrit dans R, ensuite on essaie d'écrire la loi de Coulomb, ça va être beaucoup plus fastidieux. D'accord? Donc, beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire. Bien. Donc, c'est essentiellement un travail de trigonométrie. Je veux trouver les coordonnées XC et YC. On essaie de déterminer quelques triangles rectangles qui nous aident à l'aide du théorème de Pythagore. Donc, le premier vert et le deuxième bleu ici. D'accord? Donc, XC, ce n'est autre que la somme de cette quantité verte plus la quantité bleue. C'est la somme. D'accord. Pourquoi donc il y a ici des moins, moins? Parce qu'on a déjà dit que N'C, c'est une quantité négative, alors que XC est une quantité positive. Donc c'est la première, la verte, c'est moins N'C, moins N'C, sinus alpha. Alpha, c'est cet angle-là ici, c'est le même que l'angle ici. D'accord? Côté opposé. Plus cette quantité-là, qui est côté adjacent de ce triangle rectangle bleu. Kif kif, il y a un signe moins parce que N'C est négatif. Pour ce qui est de YC, plutôt de YC, excusez-moi, YC, c'est N'C cos alpha moins F12 NC sin alpha. Regardons. Donc c'est cette quantité en pointillé verte ici, N'C cos alpha, sans signe moins parce que vraiment YC est une quantité négative. On voit que YC pointe vers le bas, donc YC est négatif, mais c'est négatif de là jusque là, pas jusqu'ici. Donc il faut retrancher cette quantité, et cette quantité-là, qu'on voit ici en bleu, c'est le côté opposé de ce triangle rectangle-là. Ce n'est autre que F12, excusez-moi, F12, N'C sinus alpha. D'accord? Bien. Donc quantité négative, quantité positive avec le signe moins. Donc on retranche au négatif ici. Bien, on vient de trouver ce qu'on cherche. Avec ce qu'on vient de trouver, on peut écrire maintenant l'équation 2 sous sa nouvelle forme, tous les composants dans le repère R. Ça on l'avait déjà, ça on vient de l'obtenir, et ça on l'avait déjà. Égal vecteur nul dans R, ça nous donne deux équations scalaires, bien évidemment. C'est le résultat de cette première étape. D'accord? Très bien. On fait une petite remarque ici, très importante, le bilan des équations versus les inconnus. On a seulement deux inconnus. Deux équations, excusez-moi. Deux équations. Pour trois inconnus. Lesquelles?
P, inconnu, N'C est une inconnue et Nd est une inconnue. D'accord? Donc, impossible de trouver 3 inconnus avec 2 équations. Donc, il faut générer d'autres équations. Comment on va générer d'autres équations? En étudiant un autre système, en espérant que cette nouvelle étude ne génère pas autant d'inconnus. Si j'étudie un autre système, il me donne 3 équations, nouvelles équations, avec 3 ou 4 autres inconnus, je n'ai pas réglé le problème. Mais s'il me donne uniquement 1 ou 2 nouvelles inconnues, ça m'aide à résoudre le problème. Et c'est ce qu'on demande à la question 2. À la question 2, on va plutôt étudier un autre système pour générer d'autres équations. Mais avant cela, il faut faire quelque chose pour organiser notre travail. On va numéroter nos équations. L'équation 3, équation 4, on aura besoin, on les encadre, on met ça à côté, on aura besoin plus tard. Passons donc à la question 2, où il s'agit d'étudier l'équilibre du solide S1, application du PFS, S1 en équilibre par rapport à R implique torseur des actions mécaniques extérieures à S1 sur S1 égale torseur nul, ou exactement en quel point, c'est pas encore précisé, on peut mettre n'importe quel point, je préfère laisser vide ici, et quand j'aurai décidé dans quel point je vais travailler, dans quel point je vais calculer le moment, je mettrai ma valeur ici. Écrire n'importe quel autre point ici, c'est correct, il n'y a pas de problème. Une première question qui se pose, pourquoi le PFS? Pourquoi pas le théorème de la résultante statique comme on a fait pour la première question? Tout d'abord parce qu'on peut exprimer les moments, car on a les distances, on a les bras de levier, donc on peut le faire. Et secondo, et le plus important, on veut le faire pour générer 3 équations et non seulement 2 comme en question 1. Donc il y a une troisième équation qui va s'ajouter, l'équation des moments. On en a besoin pour trouver nos inconnus. Bien, donc S1 bar, regardons c'est quoi l'extérieur de S1. Tout d'abord, il y a la force F, il y a le solide S0 en noir, et il y a le solide S2. La force F, la plus facile à trouver, donc le torseur c'est F en X, 0 en Y, bien sûr, c'est parfaitement horizontal, et le moment nul au point A. Toute force a un moment nul au niveau de son point d'application. Par contre, ici, au point C, qu'est-ce qu'on a? On a une application directe du théorème des actions mutuelles, le principe de l'action-réaction. Le torseur de S2 sur S1 en C égale moins le torseur de S1 sur S2 sur C. Donc, en particulier, la force appliquée, c'est l'opposé de ce qu'on a trouvé en première question, c'est moins RC. Coordonnées, je prends les mêmes ici et je mets un signe moins. Signe moins par rapport à ce qu'on a est 0 au point de vue moment, toujours nul au point d'application. Pour ce qui est de S0, je mets X0, Y0, 0. Pourquoi 0? C'est le plus facile à argumenter, moment nul au niveau du point d'application. XO, YO, ce sont 2 inconnus. D'ailleurs, avec P, ça constitue les inconnus demandés par le problème. Bien, j'ai dessiné XO et YO de cette façon-là. Donc, c'est un pivot. Et le 0 ici. Pourquoi on met 0? Quand est-ce qu'on ne met pas 0 ici? Si on avait un encastrement ici, si on avait un encastrement au niveau du point O, la rotation serait bloquée. Donc, il n'y aura pas 0. Mais puisque la rotation est permise, il va y avoir 0. Il n'y a pas de blocage du degré de liberté, donc il y a une composante non nulle. Bien. Pourquoi j'ai dessiné ça comme ça? Pourquoi RO est vers le bas, c'est-à-dire YO est négatif? Parce que si je jette un coup d'œil, qu'est-ce que j'ai? À part ça, j'ai F, pas de composante en Y, et moins RC, une composante positive en Y. Donc, ça doit être ici une composante négative en Y pour balancer. Côté X, pourquoi c'est vers la droite, c'est pas vers la gauche? Si je jette un coup d'œil ici, j'ai une composante vers la gauche, une composante vers la droite, donc je ne sais pas. Je vais mettre ça vers la droite. Si c'est positif, c'est vraiment comme ça. Si c'est négatif, on dessinerait ça de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc l'équation 5
l'équation ici, que je vous montre ici, 5, le principe fondamental de la statique appliqué sur S1, va donner donc quoi? Une première quantité, plus une deuxième, plus une troisième, 3 torseurs, égale le torseur nul. Vous voyez que j'ai mis juste des accolades ici, je n'ai pas écrit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore décidé où je vais travailler. Est-ce que je vais travailler en A, en C, ou bien en O? Il faut choisir quel point, mettre tous les torseurs. D'accord? Ce qu'on a vu en classe, c'est que le principe, on choisit le point où il y a le maximum d'inconnus. Parce que ces inconnus-là ne vont pas apparaître. Donc je vais avoir, en utilisant cette règle, je vais avoir une équation des moments qui contient le minimum d'inconnus. Puisque je suis au point qui contient le maximum d'inconnus, et ces inconnus-là n'apparaissent jamais au niveau du point d'application choisi, donc je vais avoir une équation qui contient toutes les autres inconnus, donc ça va être l'équation la plus directe, la plus simple à trouver. Ici, au point O, on a deux inconnus, XO, YO. Au niveau du point C, j'ai une seule inconnue, c'est N'C. Et au niveau du point F, j'ai 0 inconnu. Donc naturellement, on choisit le point O comme point de calcul des moments, c'est le plus facile. Donc ça va être au point O. Et ici, comme vous voyez, je vais mettre O à l'endroit laissé vide tout à l'heure. D'accord? Une remarque concernant le bilan des équations. Donc nous allons générer 3 nouvelles équations. Une équation des forces en X, des forces en Y et des moments en Z. Une première, donc vous voyez, une deuxième et une troisième. Nous allons générer 2 nouvelles inconnues uniquement. Où ça? 2 nouvelles XO, YO. Et ici, c'est une inconnue qu'on va utiliser dans cette étude-là, sauf que ce n'est pas une nouvelle inconnue, elle est ancienne, elle est définie au niveau de la question 1. Donc, si je fais le bilan, en question 1, j'avais 2 versus 3. En question 2, j'ai 3 équations versus 2 inconnues. Si je fais le bilan, je vais avoir 5 équations pour 5 inconnus. Donc, on pourra résoudre le problème, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'étudier des systèmes en nombre suffisant pour cerner toutes les inconnues. Récapitulons, c'est ce qu'on a dans cette page à partir des données. Donc, j'ai un torseur écrit en A, un torseur en O et un torseur en C, que je dois tout écrire en haut pour pouvoir sommer. Donc, le premier, qu'est-ce qu'il va donner? J'écris ça. Torseur de F1 sur S1 égale F0. Ici, c'est une quantité que je laisse vide jusqu'au moment où je la trouve. Car quoi? Qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire la relation de transport des moments. C'est-à-dire, le moment au point O que je cherche ici est égal à quoi? Le moment de la même force F au point A, que je connais déjà, qui est 0 en Z, donc vecteur nul, plus F, qui est le vecteur du torseur, celui-là, vectoriel AO, le point où j'étais vers le point où je vais aller. Le point où je connais déjà le moment vers le point où je veux trouver le moment. C'est la règle de transport, c'est l'équivalent de la formule fondamentale de cinématique qu'on a utilisée pleinement cette année. Calcul, ça donne ça. Le moment recherché égale vecteur nul, plus f vectoriel. AO, c'est quoi? C'est ce vecteur-là. De A vers O, c'est moins L1 en Y. Donc ça donne quoi? Moins FL1Z. Cette quantité-là, je la mets ici, moins FL1. Donc je commence par laisser vide ici. J'écris ma justification. Quand je trouve la valeur, je remets la valeur à l'endroit. Ici, je n'ai rien à écrire parce que c'est déjà écrit au point O. Il me reste cette quantité-là qui est nulle, moment nul en C. Ça va être non nul ici, ça va être quelque chose d'autre en O. Même principe, car quoi?
appliquant la règle de transport des moments. Le moment de ma force, c'est moins RC, au point O que je cherche, égale le moment de ma même force, moins RC, au point C, qui est nul, plus ma force, moins RC, vectoriel, CO, le point où le moment était nul, vers le point où je veux calculer le moment. Égale donc la force vectorielle CO, CO on le voit ici, c'est ce vecteur en vert ici, c'est moins L de X, et ça donne cette quantité en Z. Cette quantité-là, je la mets en place ici, et le tour est joué. Donc l'équation, ou bien l'équation 5, l'équation torsorielle 5 va donner trois équations scalaires. La première va porter sur le composant en X, F, à laquelle je dois ajouter X0, et que je dois ajouter cette composante ici aussi, à la, égale 0. Ensuite, même chose en Y, tac, 0 plus Y0 plus la composante en Y du torseur de S2 sur S1, ça donne ça. Et finalement, les moments, j'ai moins FL1 ici, plus 0 en haut, plus la quantité que je viens de trouver ici, verte, je mets tout égale 0. Donc, je numérote mes équations, j'en aurai besoin pour la synthèse, et ça constitue la fin de la question 2. Passons maintenant à la synthèse des questions 1 et 2 au niveau de la question 3. Au niveau de cette dernière question, il s'agit de trouver la charge P minimale nécessaire pour déplacer le bloc S2, ainsi que la réaction en O, c'est-à-dire XO, YO. Pourquoi la charge P minimale? C'est au début du glissement, c'est-à-dire moins que la valeur qu'on va trouver, il n'y aura pas de glissement, il y aura blocage, il y aura une loi de Coulomb qui s'écrit avec une inégalité. Plus que cette valeur-là, on tombera dans la dynamique parce qu'il va y avoir accélération, il n'y aura pas d'équilibre statique. D'accord. Donc à partir de la question 1, on a deux équations. À partir de la question 2, on a aussi ramassé trois équations pour trouver notre inconnu P principal. Nos deux autres inconnus aussi demander XO et YO, la réaction en O. D'accord. Et obligatoirement aussi, deux autres inconnus non demandés, en particulier ND et N'C. Comment se comporter avec 5 équations à 5 inconnus? S'il y a une équation simple qui me donne directement un inconnu, le tout va être débloqué rapidement, sinon ça va être compliqué. Et c'est ça l'intérêt d'avoir utilisé ou transporté les moments à un point où il y a un max d'inconnus. Le max d'inconnus qu'on avait éliminé, c'est XO, YO. Donc on a obtenu cette très belle équation-là où il y a une seule inconnue N'C qu'on va trouver ici. Par le fait même, on va vérifier son signe. N'C, ici, vous voyez, donc est égal à FL1 sur cette quantité-là qui est négative, car le cos est plus grand et il est négatif. On a des petits angles avec des cos grands et des sinus petits. Donc, ayant trouvé N'C, je prends cette valeur, je la mets dans l'équation 7, j'obtiens YO. Je la mets dans l'équation 6, j'obtiens XO. Et le tout très rapidement, très facilement. Je la mets dans l'équation 4, j'obtiens la valeur de ND. D'accord? Et finalement, pour trouver P, si j'ai N'C et j'ai ND, je mets le tout dans une même équation, j'obtiens la valeur de P, que je facilite un peu, j'obtiens ma valeur temps recherché, je vérifie aussi, tout est positif ici, positif, positif, tout ça c'est positif car le cos est plus grand que F12 sin. F12 est un facteur plus petit que 1 et sin est plus petit que cos. Donc tout ça c'est positif avec un signe moins et ça positif, ça donne une quantité négative comme on avait prévu. F positif, donc P, valeur algébrique négative. C'est ce qu'il fallait trouver. Ça et ça, c'est le résultat à trouver. Et à la prochaine.